Bonjour à toutes et à tous les amis, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo les amis, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram qui se trouve dans la description. N'hésitez pas à me suivre, c'est là que vous verrez toutes les exclusivités, donc les photos en avant-première des urbex que je vais faire. Et donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous plaira les amis. Donc pour moi cette vidéo elle a été très compliquée à faire parce que c'est la première fois que je fais ça. Et donc du coup ça a été très compliqué pour moi. Du coup, enfin, j'avais des notes, du coup, j'ai lu un peu, mais ça a été très compliqué. Je pense que vous l'avez bien vu de toute façon dans la vidéo. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Et voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, qui se trouve dans la description, les amis. Et je vous dis à la prochaine. 23 janvier 1959. 10 personnes plus expérimentées les unes que les autres dans les longues randonnées et les expéditions en montagne partirent pour gravir le sommet du mont Torten, qui signifie en langue mansi ne pas y aller. L'un des 10, Yuri Yundin, est tombé malade et a dû rester au camp de base. Igor Dyatlov, 22 ans, né en 1937, étudiant à la 5e faculté d'ingénierie radio de l'université UPI. C'est un ingénieur talentueux qui a conçu et assemblé une radio au cours de sa deuxième année utilisée lors de randonnées. Les personnes qui connaissaient Igor l'ont décrit comme une personne pensive qui ne s'est jamais précipitée dans rien. Zineda Kolmogorova, 22 ans, née en 1937. Elle était étudiante en 4e année à l'université UPI. En tant que majeure en ingénierie, elle était une randonneuse expérimentée qui avait sa part de difficultés. Au cours de ses voyages, elle a été mordue par une vipère. Malgré la douleur et la souffrance, elle a refusé d'alléger son fardeau, ne voulant pas causer la difficulté aux autres. Rustem Slobodin, 23 ans, né en 1937. Il est diplômé de l'université UPI. Son père était professeur dans une autre université de Sverdlovsk. Lyudmila Dubinina, 21 ans, née en 1938. Elle était de 3e année à l'université UPI, majeure en ingénierie et économie. Elle était active dans les clubs de tourisme, aimait chanter et prendre des photos. Elle a pris beaucoup de photos du dernier voyage. Au cours d'une expédition dans les montagnes du Saillant oriental en 1957, un autre touriste qui nettoyait son fusil lui a tiré dessus par balle. Elle a supporté la douloureuse blessure avec un courage. Au cours du long et pénible transport du retour, elle ne s'est pas plainte, mais elle s'est sentie désolée d'avoir causé des problèmes au groupe. Semen Zolotarev, 38 ans, né en 1921. Il était le membre le plus âgé et le plus mystérieux du groupe. Originaire des Cosaques et du Caucase du Nord, il a survécu à la Grande Guerre patriotique et a servi d'octobre 1941 à mai 1946. Le taux de survie de la génération en 1921-1922 étant de 3%. Semen Zolotarev était donc un homme très chanceux. De plus, son vrai nom était Semen, alors que tout le monde l'appelait Sacha ou Alexander. Il n'y a aucune explication crédible quant à la raison pour laquelle il a choisi de se représenter sous un nom différent. On sait qu'il a rejoint un parti communiste après la guerre en avril 1946. Zolotarev a été muté à l'université de génie militaire de Leningrad. Plus tard, il a été transféré à l'Institut d'éducation physique de Minsk. Dans les années 50, il travailla comme un guide pour la base touristique Artibash dans l'Altaï, dans le sud de la Sibérie. Alexander Kolevatov, 25 ans, né en 1934, il était étudiant en 4e année de physique à l'université UPI. Avant de déménager à Sverdlovsk, il a terminé le collège des mines et de la métallurgie à Sverdlovsk, spécialisé dans la métallurgie des métaux lourds non ferreux. Il s'est distingué comme un bon élève et a déménagé à Moscou pour travailler dans un institut secret du ministère de la construction moyenne machine. Appelé simplement par son numéro de série 3394, plus tard il est passé à l'Institut de recherche en matériaux inorganiques qui produisait des matériaux pour l'industrie nucléaire. En 1956, il retourna à Sverdlovsk et rejoignit UPI. Ses amis l'ont décrit comme diligent, pédant et méthodique avec des qualités de leadership claires. Nicolas Thibault, Brignol, 25 ans.
Né en 1934, il est diplômé en 1958 en génie civil de l'université UPI. Il était le fils d'un communiste français exécuté pendant les années staliniennes. Il est né dans un camp de concentration pour prisonniers politiques. Ses amis l'aimaient pour son énergie, son sens de l'humour, son caractère, généralement amical et ouvert. Tous ceux qui le connaissaient et qui partaient en camping avec lui ont parlé de son qu'il apportait à tous les membres du groupe. Il aidait souvent les membres les plus jeunes et les plus faibles du groupe à porter leurs affaires, il a réparé leurs sacs pour réduire la douleur et les rendre plus confortables. Nicolet avait promis à sa mère que ce serait la dernière randonnée. Les 9 randonneurs avaient prévu de rentrer au camp de base entre le 12 et 14 février. Le 29 janvier, ils ont suivi un ancien sentier Moncy. Après que le groupe n'ait pas réussi à établir un contact radio avec le camp de base, une expédition de recherche et de sauvetage a été envoyée dans la région. Le 26 février, la tente du groupe a été découverte. Bizarrement, il a été découvert que la tente a été entaillée de l'intérieur. Pourquoi le groupe a choisi cette manière peu commune? Tout leur matériel de survie est resté à l'intérieur de la tente. Les enquêteurs découvrent les 2 premiers corps qui sont identifiés et ce sera Doroshenko, 21 ans, et Yuri Krivonichenko, 24 ans. À 400 mètres de la tente. Avec leur chien plus loin, ils découvrent le corps d'Igor Dyatlov, 22 ans, le chef du groupe. À 500 mètres, encore près de la tente, c'est le corps de Kolmogorov, 22 ans. Une des plus étonnantes découvertes a été un bâton de ski avec des marques de coups clairs. Il est difficile de comprendre pourquoi quelqu'un a endommagé volontairement le mat. La semaine suivante, aucune nouvelle découverte ne fut trouvée à part une lampe de poche avec des piles épuisées. Le 5 mars, le corps de Rustem Sloboda, 23 ans, a été trouvé. Les 4 corps restants ont été retrouvés qu'en mai, soit 2 mois après. Yuri Doroshenko, 21 ans, a été retrouvé. Ses oreilles, son nez et ses lèvres étaient couverts de sang. Son aisselle droit avait une échymose. Sur la face interne de l'épaule droite, il y avait deux abrasons de sang, saignements dans les tissus de coupures sur la peau. Sur le tiers supérieur de l'avant-bras droit, des échymoses brun-rouge. Les doigts sur les 2 mains avaient la peau déchirée. Peau meurtrie dans le tiers supérieur des 2 jambes. Les engueulureuses, le visage et les oreilles. Sur la joue droite, des écoulements gris mousseux sortaient de la bouche. Le liquide gris mousseux qui se trouvait sur la joue droite donnait à certains médecins une raison de penser qu'avant la mort, une personne ou quelque chose pressait sa poitrine. Cela pourrait aussi être le résultat d'une mauvaise chute d'un arbre. Néanmoins, cet aspect avait été ignoré dans les documents finaux, cause du décès, hypothermie. Yuri Krivonichenko, 24 ans, a été le deuxième des corps retrouvés sous le cèdre. Yuri Krivonichenko, 24 ans, a été le deuxième corps retrouvé sous le cèdre. Il était vêtu d'une chemise à manches longues, d'un pantalon de bain, d'un pantalon et d'une chaussette déchirée à la jambe gauche. Il n'avait pas de chaussures. Échymose au front et une échymose autour de l'os temporal gauche. Saignement diffus dans la région temporale et occipitale droite en raison de lésions du muscle temporal. Le bout du nez est manquant. Oreille gelée, échymose sur le côté droit de la poitrine. Échymose aux mains, décollement de l'épiderme au dos de la main gauche. Une partie de l'épiderme de la main droite se retrouve dans la bouche du défunt. Échymose sur les cuisses avec des égratignures mineures. Échymose sur les fesses gauche. Éraflure sur le côté extérieur de la jambe gauche. Échymose sur la jambe gauche. Brûlure à la jambe gauche. Igor Dyatlov a été retrouvé, la tête défunte était nue. Il avait un manteau de fourrure déboutonné avec des poches, un pull, une chemise à manches longues, un pantalon de ski par-dessus son pantalon. Les chaussures étaient absentes. Il n'avait qu'une paire de chaussettes en laine droite. Il n'avait qu'une paire de chaussettes en laine droite et en coton à gauche. Il avait un couteau de poche et une photo de Zina Kolmogorova. Petite écorchure au fond.
Abrasion au-dessus du sourcil gauche de couleur brun-rouge. Des abrasions brun-rouge sur les deux joues. Du sang séché sur les lèvres. La mâchoire inférieure avait une incisive manquante, la muqueuse était intacte. Ce qui donne à penser que la dent avait été perdue bien avant le dernier voyage. Sur le tiers inférieur de l'avant-bras droit et la surface de la paume, nombreuses petites rayures de la couleur rouge foncé. Les articulations de la main droite présentaient des échymoses brun-rouge. C'est une blessure courante lors dans les combats de corps à corps. Échymose brunâtre à la main gauche ainsi que blessures superficielles au deuxième et cinquième dos. Genou meurtri, sans saignement dans les tissus sous-jacents. Sur le tiers inférieur de la jambe droite meurtrie, les deux chevilles avaient des abrasions rouges vifs. Hémorragie dans les tissus sous-jacents. Il n'y avait pas de blessure interne. La cause de la mort était l'hypothermie. Plus tard, Yuri Yundin témoignerait que la chemise à manches longues trouvée sur le corps d'Igor Dyatlov était la sienne. Mais il l'a donnée à Doroshenko alors qu'il partait. Il serait logique de supposer que Dyatlov l'a obtenu d'un corps gelé du Doroshenko après sa mort. Zineda Kolmogorova, 22 ans, a été découverte. Elle avait deux chapeaux, une chemise à manches longues, un pull, une autre chemise et un pull au poignet déchiré. Elle n'était pas claire si elle les avait coupées ou si elles avaient été déchirées par une autre personne. Elle avait également un pantalon de sport en coton, un pantalon de ski, 3 petits trous sur le bas et un masque militaire. Elle avait aussi 3 paires de chaussettes. Pas de chaussures, les blessures sont les suivantes. Gonflement des méninges, des membranes recouvrant le cerveau et de la moelle épinière. Caractéristique commune de l'hypothermie. Des engelures sur les phalanges des doigts, des nombreuses échymoses aux mains et aux paumes, une longue échymose qui entourait son torse du côté droit. Sa cause de décès a été proclamée hypothermie à la suite d'un violent accident. D'autres études ont prouvé qu'elle n'était pas sexuellement active au moment de son décès. Rustem Slobodin, 23 ans. Rustem portait une chemise à manches longues, une autre chemise, un pull, 2 pantalons et 4 chaussettes. Contrairement au corps précédent, il portait une botte Valanki à la jambe droite. Ses poches avaient 310 roubles et un passeport. De plus, les chercheurs ont découvert un couteau, un stylo, un crayon, un peigne, une boîte d'allumettes avec une seule chaussette. Légère abrasion rouge brunâtre sur le front, 2 égratignures font de long entre elles. Échymose brunâtre sur la paupière supérieure de l'œil droit avec une hémorragie dans les tissus sous-jacents. Traces d'écoulement sanguin du nez. Lèvres enflées. Gonflement et beaucoup de petites abrasions de forme. Irrégulières sur la moitié droite du visage. Abrasion sur le côté gauche du visage. L'épiderme est déchiré à l'avant-bras droit. Échymose des articulations aux deux mains. Des échymoses similaires sont courantes dans les combats au corps à corps. Échymose au cerisier brun sur la face médiane du bras gauche et de la paume gauche. Échymose sur le tibia gauche. Fracture de l'os frontal du crâne et hémorragie du muscle temporal. Cela aurait pu être fait par un objet émoussé étrange. L'autopsie médicale indique en outre que Slobodin a probablement subi une perte de coordination en raison du choc initial qui a immédiatement suivi le choc, ce qui pourrait accélérer sa mort par hypothermie. On ne sait toujours pas comment il a réussi à blesser ses mains et ses jambes extérieures lorsqu'une personne tombe. Même dans un état irrationnel, ce sont généralement les paumes qui souffrent le plus des aspects médiaux des jambes. Les blessures à la tête sont moins fréquentes, en particulier les bilatérales. Il est également habituel d'endommager le visage et les côtes du crâne alors que l'arrière de la tête n'est pas endommagé. Dans le cas du corps de Slobodin, nous voyons le contraire. Les 4 corps dans la tanière ont été retrouvés plusieurs mois après. Leurs morts ont été inspectés le 9 mai 1959. Lyudmila Dubina,
21 ans, a été découverte. Louis Dumila portait une chemise à manches courtes, une chemise à manches longues et 2 chandails. Le corps est recouvert de sous-vêtements, de longues chaussettes et de 2 pantalons. Une paire externe a été gravement endommagée par un incendie et par la suite déchirée. Elle portait également un petit chapeau et 2 paires de chaussettes chaudes. Une 3e chaussette n'était pas appareillée. Apparemment, Liu Dumila, lors de la dernière tentative pour préserver ses pieds, a enlevé son pull et l'a coupé en 2 morceaux. Une moitié, elle s'enroula autour de son pied gauche, une autre moitié, elle est partie ou est tombée par inadvertance sur la neige. Il manque une langue, manque musculaire hypoglose ainsi que des muscles du plancher de la bouche. Les tissus nous manquent autour des yeux, des sourcils, de la région temporale gauche, l'os est partiellement exposé. Les yeux manquent. Les cartilages du nez sont cassés et aplatis. Les côtes numéro 2, 3 et 5, 2, 3, 4 et 5 sont brisées du côté droit. 2 lignes de fracture sont visibles. Les côtés numéro 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont brisés sur le côté gauche. 2 lignes de fracture sont visibles. Les tissus mous de la lèvre supérieure sont absents, les dents et la mâchoire supérieure sont exposées. Hémorragie massive dans l'oreillette droite du cœur, échymose au milieu de la cuisse gauche. Tissu endommagé autour de l'os temporal gauche, il est mentionné que l'estomac contenait environ 100 g de sang coagulé. Il est utilisé par certains comme une indication que le cœur battait et que le sang coulait lorsque la langue a été retirée. La cause du décès est indiquée par une hémorragie dans l'oreillette droite du cœur, de multiples côtes fracturées, un saignement interne. Semen Zolotarev, 38. Le corps de Semen Zolotarev a été retrouvé avec 2 chapeaux, un foulard, une chemise à manches longues et courtes, un chandail noir et un manteau à 2 boutons supérieurs non boutonnés. Il est assez clair qu'il n'était pas mort d'hypothermie. La partie inférieure du corps a été protégée par un sous-vêtement, 2 pantalons et un pantalon de ski. Il avait une copie des journaux, plusieurs pièces de monnaie, une boussole et quelques autres articles. Ses pieds étaient protégés par une paire de chaussettes et une paire de chaussures en cuir faites à la main appelée burqa. De plus, le corps de Zolotarev avait une caméra autour du cou, ce qui est clairement visible sur les images. Cette caméra était une surprise complète pour Yuri Yunda. Il avait supposé que le groupe n'avait que 4 caméras qui ont été trouvées dans la tente. Malheureusement, l'eau de fusion a endommagé le film. Mais la question reste en suspense. Pourquoi Zolotarev a-t-il quitté la tente avec l'appareil photo et pourquoi a-t-il pris 2 appareils photo pendant le voyage? L'un était utilisé quotidiennement et tout le monde le voyait. Il a été laissé dans la tente et découvert par l'équipe de recherche, mais un autre a été caché tout au long du voyage et n'a été retrouvé qu'après la mort de Semen Zolotarev. Les blessures sont les suivantes. Les yeux manque de tissu mou autour du sourcil gauche, l'os est exposé. Coffre à fléau, les côtes numéro 2, 3, 4, 5 et 6 sont cassées. Du côté droit, 2 lignes de fracture. Plaie ouverte sur le côté droit du crâne avec os exposé. Zolotarev et Dubinina ont toutes 2 types de blessures intéressantes. Ils ont une direction et une force très similaires malgré les différences de forme, de hauteur et de composition corporelle des deux. Cela suggérait que la cause des blessures n'était pas un événement uniforme. Alexander Kolevatov, 25 ans. Manque de tissu mou autour des yeux, les sourcils sont manquants, l'os du crâne est exposé, nez cassé, plaie ouverte derrière l'oreille. Cou déformé, c'est toute l'information sur l'autopsie de Kolevatov. Il est possible que le corps ait été trop décomposé pour extraire plus d'informations. Nicolas Thibault Brignol, 25 ans, fracture multiple de l'os temporal du crâne avec extension des os frontaux et sphénoïdaux. Échymose sur la lèvre supérieure du côté gauche,
hémorragie sur l'avant-bras inférieur. Vozrojdeny, qui a procédé à l'autopsie, a exclu une chute accidentelle sur le rocher comme une cause possible d'une fracture aussi massive et inhabituelle. Les 4 derniers corps ont tous subi des dommages importants aux os. Ils ont été écrasés avec une force immense. Les médecins ont comparé l'étendue des dégâts avec une collision à une voiture.